première conférence est consacrée à la démocratie directe et au référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Le conférencier est M. François Garçon et je lui cède tout de suite la parole. Merci. Écoutez, on est ensemble pour une petite heure, donc je vais essayer d'être concis et précis. Alors, je suis invité à conférencer sur le RIC et sur les droits référendaires. Alors, le RIC, qu'est-ce que c'est? Écoutez, à l'automne 2018, c'est un acronyme bizarre qui est apparu dans les médias. On l'avait déjà croisé dans les années 70, 80, 90. On l'a entendu sur les ronds-points. C'est du reste là où il s'est fait à nouveau connaître. Des ronds-points qu'occupaient les habitants des territoires. Je signale que c'est désormais l'appellation pour les provinciaux. Le référendum d'initiative citoyenne, donc c'est le RIC, reprenait une revendication de démocratie directe qui a été formulée par de nombreuses personnalités tout au long du siècle dernier, mais qui est rigoureusement inapplicable en regard du modèle politique français, qui est un modèle centralisé, qui est un modèle étatiste, qui est un modèle élitaire, qui est un modèle qui se méfie du peuple, qui se méfie des mouvements sociaux, puisque ces mouvements sont toujours porteurs de désordre urbain. Le RIC a encore, et je pense que tout le monde l'aura noté, un air de famille avec le fameux RIP, le référendum d'initiative partagée, qui est prévu par l'article 11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008. Je rappelle que, pour mémoire, un référendum en France peut aujourd'hui être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, par au moins 185 députés et sénateurs sur un total de 925, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Bref, le RIP, le référendum d'initiative partagée, est une bonne blague, et je pense qu'il est temps d'aborder des droits référendaires réels qui servent véritablement aux citoyens. Alors, pendant la demi-heure que je me suis octroyée, j'aborderai dans un premier temps un état des lieux de la démocratie directe en France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années avec cette démocratie directe. J'aborderai dans un deuxième plan la démocratie directe en Suisse, puisque vous allez voir qu'il y a quand même un pays voisin où cette démocratie directe fonctionne plutôt bien. Puis enfin, dans un troisième point, j'aborderai la fameuse question que Lénine pose en 1905, que faire? C'est-à-dire comment adopter la démocratie directe de la manière la plus intelligente au modèle politique français. Alors, premièrement, démocratie directe, état des lieux en France, je dirais que le RIC exprime donc une demande de démocratie directe, et demande de démocratie autre que celle qui consiste à faire de la politique dans les régimes démocratiques comme le nôtre, dans des assemblées animées par des parlementaires que les citoyens élisent pour 5 ans en France, pour 4 ans en Suisse, etc. Ces élus du peuple sont, dans notre système, les seuls habilités à écrire la loi et notamment à voter les impôts. La démocratie directe signifie que les élus n'ont plus le monopole de la production normative, mais qu'ils la partagent avec les citoyens, qu'ils la partagent évidemment sous certaines conditions. Dans l'idéal, la démocratie directe ou la démocratie semi-directe, donc dans ces régimes-là, les lois sont co-rédigées par les citoyens. Alors, pour des raisons de commodité, les citoyens s'en remettent toujours à des élus, mais ces mêmes citoyens disposent du pouvoir, de surveiller le travail de leurs élus, de le corriger si nécessaire, et de contrôler l'action et du gouvernement et de l'administration. Je veux dire, une précision utile à ce niveau-là, puisque l'on parle de démocratie directe, je dirais que cette arme dont disposent les citoyens est une arme qui est pacifique. Et cette arme pacifique, ça s'appelle le vote. Le vote comme refouloir des violences urbaines, comme la France en est malheureusement le théâtre depuis plusieurs mois. Donc, à ma connaissance, je crois qu'aucune constitution française n'a jamais fait référence à la démocratie directe, et quelques rares individualités, comme Yvan Blot à la fin des années 80, se sont employés à médiatiser en France la démocratie directe. Récemment, à la surprise générale, cette revendication de démocratie directe est revenue sur les ronds-points, mais enfin, l'omerta n'est toujours pas véritablement rompu. Alors, comment expliquer qu'après tant d'années, où non seulement la démocratie directe n'est jamais évoquée dans le discours politique français et qu'elle est de surcroît stigmatisée
par tous les hommes politiques français, tous les intellectuels français, tous les universitaires français. Je peux détailler si vous le souhaitez. La démocratie directe est ainsi ressurgie sur les ronds-points. Mais écoutez, je n'ai aucune explication. Voilà, je n'ai aucune explication. C'est un peu comme si le moment de la démocratie directe était enfin arrivé en France, comme si surtout les vieilles recettes de la démocratie représentative avaient fini par montrer leurs limites et qu'il était temps peut-être de tourner la page, de passer à autre chose. Et de fait, depuis environ 2 ans, il y a des expériences de démocratie directe dans diverses villes de France, dans certains lieux. Ou plutôt, je préfère parler de démocratie participative, puisque en France, on préfère utiliser ce terme plutôt que de démocratie directe. En l'occurrence, dans ces différents cas, les citoyens ont voulu donner leur avis sur les dépenses communales, sur l'affectation des subventions, sur la destination des budgets urbains, notamment en tout ce qui touche à l'aménagement urbain. Alors, de ces expériences ou de ces initiatives de démocratie participative qui ont beaucoup fait parler d'elles, j'en ai conservé 3, j'évoquerai rapidement 3, à Saillant, qui est une commune de 1300 habitants dans la Drôme provençale, Angers en 2018, qui cette fois c'est une des expériences qui ont été lancées à l'initiative des autorités municipales. Et puis on peut ranger dans ces expériences de démocratie participative au titre des expérimentations la Convention citoyenne sur le climat lancée par Emmanuel Macron à l'automne dernier. Alors, pour aller très vite sur ces 3 expériences, je dirais que la première est mort-née. À Saillant, l'équipe qui avait promu la démocratie participative a été battue aux élections municipales de 2020. Et pour avoir rencontré cet été le nouveau maire de Saillant, il semble que les administrés en aient eu rapidement assez, dans leur grande majorité, puisque le résultat des élections est là, ils ont été battus, de ces groupuscules de retraités et de militants qui prétendaient décider ce qui était bon pour l'ensemble des administrés au terme d'assemblées très réduites et souvent manipulées. Ensuite, avec Angers, on a de la toute petite épicerie. Je rappelle qu'il y avait là une 60aine de projets qui devaient se partager 1 million d'euros, soit 0,8% du budget de la ville. La participation du reste est en rapport avec l'aspect réduit du budget, puisqu'on a une participation de 7,5% des électeurs, nonobstant une très belle logistique mise au service de ce scrutin. Et les administrés avaient à choisir entre des ruches dans la ville, des pédaliers pour recharger les batteries de portables. Bon, voilà pour Angers. Et puis, pour finir, le 3e cas que j'ai choisi, qui est la Convention citoyenne pour le climat, c'est une imposture. Donc, il s'agit de 3 expériences sympathiques pour certaines, mais sans beaucoup d'intérêt. D'abord, elles sont sans envergure, ou pire, comme la Convention citoyenne pour le climat l'a montré, dépourvues de toute force contraignante, puisque, à mon avis, mais je ne crois pas me tromper de beaucoup, mais les 147 propositions de la Convention citoyenne sur le climat sont aujourd'hui à l'Élysée, rangées dans les broyeurs, et qui attendent simplement qu'on les fasse tourner si ça n'est pas déjà fait. Alors, après avoir rapidement fait ce petit éclairage sur où en est la démocratie directe en France, je vais maintenant passer à du lourd, à mon 2e point de mon plan, à du très lourd, à des interventions de citoyens qui ne sont pas là, qui ne se déplacent pas et qui ne votent pas pour savoir où il faut installer une bonne interactive pour connaître les horaires d'ouverture de la salle des fêtes, mais pour savoir s'il faut, oui ou non, dépenser 6 milliards d'euros pour renouveler la flotte aérienne de combat, instaurer un revenu de base universel, supprimer l'armée, ouvrir les magasins le dimanche, expulser les criminels étrangers, légaliser le cannabis, repousser l'âge du départ de la retraite, sortir du nucléaire, revenir sur le droit de l'avortement. Bref, du lourd, du très lourd. Ceci se passe en Suisse et dans ce que j'appelle moi l'épicentre mondial de la démocratie directe. Juste un chiffre pour les sceptiques et pour les ricaneurs, s'il y en a dans cette conférence. Sur les 1700 occurrences de démocratie directe recensées dans le monde, on en compte 36% dans la seule Suisse. La Suisse, c'est 1/3
de la démocratie directe au plan mondial, un tiers. Alors la démocratie directe en Suisse, alors très mal connue des Français qui ne s'y réfèrent que pratiquement jamais. La Suisse témoigne que les citoyens peuvent à la fois disposer d'outils démocratiques d'une très grande puissance, que je viens quand même de lister un certain nombre de points sur lesquels les citoyens ont été appelés à se prononcer, et d'utiliser ces outils politiques de manière intelligente, c'est-à-dire sans les détourner au profit d'un lobby, au profit d'une minorité agissante. Par usage intelligent des droits référendaires, j'entends que ce sont des droits qui sont faits au bénéfice d'une société qui est inclusive, qui est stable, il n'y a pas de coup de force, il n'y a pas d'imprécation, et c'est une société prospère. Je rappelle simplement que le PIB par habitant en Suisse est le double du PIB par habitant en France, que la dette sur PIB aujourd'hui est de 29%, et les services publics sont plutôt efficaces. On en voit simplement au niveau de l'enseignement, notamment l'enseignement professionnel supérieur et l'enseignement universitaire. Et puis un taux de chômage en 2019 qui était de 2,3. Du reste, pour les ultra-sceptiques, je renvoie aux 200 000 Français qui sont les pendulaires qui vont y travailler tous les jours et aux 160 000 Français qui y résident en permanence, probablement pas en raison de la douceur du climat. Donc, de quel pouvoir disposent les Suisses? Le système politique suisse est constitué d'une vaste gamme d'instruments politiques qui permettent aux citoyens d'intervenir directement dans la machinerie politique. J'en ai conservé 3, j'en ai gardé 3, il y en a plusieurs, mais le temps m'est compté. Donc depuis 1848, c'est-à-dire quand même depuis 172 ans, les parlementaires et le gouvernement suisse doivent obligatoirement consulter les citoyens suisses pour toute retouche constitutionnelle au plan cantonal ou fédéral, tout accord international, pour tout ce qui touche à l'endettement public, à la modification du taux de TVA, etc. C'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire. À ce premier instrument, s'en est rajouté un 26 ans plus tard, en 1874, qui est l'introduction du référendum abrogatif, dit facultatif. Par cet instrument, les citoyens acquièrent toute liberté, à leur initiative, cette fois, de contester une loi, de contester un impôt ou un règlement voté dans une assemblée communale, dans un parlement cantonal ou à l'Assemblée fédérale. Ce sont les 3 strates, les 3 subdivisions du système suisse. Les référendums facultatifs peuvent cibler des lois, peuvent cibler des décrets entraînant des dépenses. À noter, je pense que c'est aussi intéressant, que les référendums ne peuvent s'attaquer à un budget dans son ensemble, mais seulement à des dispositions budgétaires particulières, par exemple une nouvelle dépense ou un changement d'assiette fiscale. Ça, c'était le deuxième étage. Vient ensuite, en 1891, le troisième étage, celui que probablement le plus de Français si mal informés connaissent néanmoins. Les citoyens, en 1891, ont obtenu le pouvoir non plus de contester une loi, mais d'en initier. C'est ce qu'on appelle l'initiative populaire, et ils initient par le biais de pétitions au niveau cantonal, au niveau communal et au niveau fédéral. À Neuchâtel, par exemple, 4500 électeurs ont 6 mois pour récolter les signatures pour lancer une initiative populaire cantonale. À Genève, qui est un canton de 500 000 habitants, 3% des électeurs, soit 15 000 personnes, ont 4 mois pour réunir des signatures, pour réunir 15 000 signatures, pour que leur initiative soit validée et ensuite soumise à l'ensemble du corps électoral. Donc, avec ces droits référendaires, les Suisses votent sur des questions, on appelle en Suisse des objets, à portée communale, à portée cantonale et à portée fédérale. Point fondamental, les votes des citoyens suisses ne sont pas consultatifs. Ils ne sont pas consultatifs, mais ils ont toujours une valeur contraignante, à savoir que la chose qui est votée devient une loi. Alors, importance de ces votations. Alors, pour les Suisses, je rappelle quand même qu'ils votent tous les 3 mois et chaque fois sur des objets multiples, sur des questions multiples. Le 27 septembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'1 mois, les électeurs du canton de Genève étaient ainsi appelés à voter sur 5 objets fédéraux, dont un projet
d'immigration modérée, qui a été rejetée, ça s'appelait pour une immigration modérée, une modification sur la loi sur la chasse pour la protection des loups, qui a été acceptée, pour l'achat de nouveaux avions de combat, une dépense quand même de 6 milliards d'euros, qui a été acceptée. Et il y avait également 5 objets cantonaux, l'instauration à Genève d'un salaire minimum, 23 euros, 22 euros de l'heure, 23 francs, le rétablissement d'une présidence tournante au sein de l'exécutif genevois. L'actuel président qui avait été élu pour 4 ans, visiblement n'a eu assez de ce rôle et préférait qu'il soit rotatif. Et puis également un frein à la concurrence fiscale intercantonale. Bref, il y avait ce jour-là 10 questions posées aux électeurs genevois, probablement moins dans le canton de Vaud, peut-être plus dans le canton de Zurich, etc. La participation, puisque c'est aussi une question qu'on pose très rapidement quand les gens votent beaucoup, la participation reste très élevée. On est à près de 48% en moyenne, avec des pointes à 70%, voire à 72% en certaines occasions qui restent au demeurant rares. Concernant la participation, j'insisterai sur 2 aspects qui me semblent intéressants. La participation est stable pour tout ce qui touche aux votations. C'est-à-dire que quand on vote tout le temps, on ne décroche pas. À Genève, l'étude a été faite, elle est très intéressante. Vous avez 10% des gens qui ne votent jamais. Vous avez 10% des gens qui votent tout le temps. Et puis vous avez au milieu un groupe d'environ 80% des électeurs qui votent en fonction des objets qui leur sont soumis, de l'intérêt qu'ils portent aux objets sur lesquels ils sont appelés à se prononcer. Et la participation, si elle est stable au niveau des votations, décline au niveau des élections. Les élections politiques sont affectées, comme en France, comme dans l'ensemble de l'Europe, d'une certaine désaffection, et c'est intéressant. Autrement dit, les citoyens restent mobilisés quand il s'agit de se prononcer sur des sujets qui les concernent, la prolongation d'une ligne de tram, l'instauration d'un salaire minimum, la suppression de l'armée, mais ils se mobilisent désormais beaucoup moins quand il s'agit de soutenir ou d'apporter son soutien à un parti politique. Les partis politiques ont perdu de leur attractivité, et pour moi, ça n'est pas catastrophique. Je vois 2 avantages, au contraire, au déclin des partis politiques. La politique, d'une part, a désormais tendance à se conduire au centre, avec comme corollaire, écoutez, l'évaporation des extrêmes, qui s'en plaindrait. La démocratie directe conduit naturellement à une culture du compromis, mot tabou en France, comme l'avait si bien noté Jean-François Rebel. 3e chapitre, que faire ? Comment adopter au mieux possible en France les mécanismes de démocratie directe? Écoutez, la France devrait évidemment s'inspirer de ce modèle politique. La loi désormais le permet, on l'a vu. Comment s'y prendre et par où commencer? D'abord, il faut rendre possible la mise en œuvre d'une initiative populaire ou d'un référendum abrogatif. Les conditions actuelles sont dissuasives, le nombre de signatures est démesurément élevé, donc le référendum d'initiative, le RIP, le fameux RIP, ne pourra jamais être seulement déclenché. Il faut donc, 1, réduire le quorum de signatures pour déclencher une votation. Pour mémoire, en 2008, soit depuis 12 ans, soit depuis l'entrée en vigueur du RIP, il y a eu une seule proposition de loi référendaire déposée, qui était qui était sur le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris, qui n'est évidemment pas parvenu à collecter les 4,6 millions de signatures qui étaient exigées. Deuxièmement, il faut adapter les quorums au bassin démographique qui est visé. Plus la zone démographique est limitée, plus le nombre de signatures doit être adapté. C'est-à-dire, grosso modo, dans une commune de 600 habitants où il y a 400 électeurs, les initiants devraient recueillir probablement 16% des électeurs avant que leur objet soit soumis à l'ensemble du corps électoral des 400 personnes. Une ville de 500 000 habitants, comme le canton de Genève, on doit récolter là-bas 9 000 signatures pour qu'une initiative ou un référendum soit soumis à l'ensemble des électeurs, soit 3% du corps électoral. Troisièmement, il faut envisager la régularité des scrutins.
je plaide, moi, pour que très rapidement, on passe à 2 scrutins par année. Les sujets ne manqueront pas. Les citoyens doivent rapidement comprendre que leur avis sera souvent demandé sur des objets de nature très diverses, économiques, sociales, sanitaires, environnementales. Et dans ces conditions, ils doivent savoir que, par exemple, le 6 juin 2021, ils seront déjà appelés à se prononcer sur des questions de réaménagement d'hôpital en France, la réaffectation des budgets, etc. Et on a 6 mois, les Français, les autorités, les initiants ont 6 mois pour éduquer les citoyens à la problématique sur laquelle ils seront appelés à se prononcer. Il faut, quatrièmement, il faut borner avec soin, au plan géographique, la portée des votations. Il y aura des votations communales, des votations régionales, des votations nationales. Ça peut sembler compliqué sur le papier, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. L'échelle à laquelle les votations devraient être gérées, l'ensemble, c'est probablement le département, voire la région. Et c'est au niveau communal, à mon sens, que doit démarrer l'expérimentation de démocratie directe. Et je crois que du reste que Contribuables Associés avait lancé ce mouvement dans ce sens avant les élections municipales. Je crois que, cinquièmement, il faut revoir impérativement les modalités de vote. Il faut une extension de la durée du scrutin qui est aujourd'hui résumée à une seule journée, de 8h à 19h ou de 8h à 20h en fonction de la taille de l'agglomération. Il faut pouvoir aller vers une diversification des modalités de vote. Les électeurs doivent pouvoir voter par correspondance, comme ils le font aujourd'hui aux États-Unis, comme ils le font depuis 1995 à Genève. Il n'y a pas moins de détournement de vote par correspondance en Suisse qu'il n'y a de détournement de vote par procuration en France. J'ai eu un député dans le 3e arrondissement de Paris qui parvenait à faire voter des morts, donc par procuration. Donc la procuration n'est pas le bon système, elle n'existe pas en Suisse du reste. On vote par correspondance. À Genève, 80% des gens votent par correspondance. Le bureau de vote ouvre le dernier jour de 10h à midi. Les gens qui se déplacent, les électeurs qui se déplacent sont résiduels et les résultats, puisqu'ils sont triés par voie numérique dans le mois qui précède, sont connus à midi 2 ou à midi 3. Il faut encore, 6e point, pouvoir, lors d'un même scrutin, proposer une grande variété de questions sur lesquelles les électeurs auront nécessité à phosphorer. Il ne faut pas qu'il y ait une seule question. Le vote unique sur question unique s'inscrit dans un processus de référendum, dans une logique de référendum qui est à fuir. On sait que lors d'un référendum, les gens ne répondent jamais à la question, mais répondent en fonction de leur humeur, répondent généralement par non, parce que soit ils ont mal dormi, soit ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Et je pense, et c'est le dernier point, surtout, il faut que les mesures décidées en votation par les citoyens aient force impérative. Le gouvernement et l'administration doivent convertir dans la loi la volonté exprimée par les citoyens. Sinon, tout l'édifice des droits référendaires n'a aucun sens. Si la motion est simplement là pour être discutée dans un parlement ou dans une assemblée communale, les initiants se mobiliseront une fois pour récolter des signatures, ils ne se mobiliseront jamais 2 fois. Je pense que il doit y avoir une valeur contraignante du choix politique exprimé, et c'est la condition pour que les droits référendaires aient un avis. Un mot pour finir sur le rapport coût-efficacité des droits référendaires. Les droits référendaires initiés par les citoyens eux-mêmes s'avèrent être à la fois un très bon outil de renforcement de la démocratie représentative, mais surtout de son assainissement. Je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité entre démocratie représentative et démocratie participative. Les deux s'épaulent. Le système politique français n'a pas besoin de davantage de préfets et de sous-préfets, il a besoin de s'appuyer sur les citoyens.
Il y a une urgence à construire une société qui soit plus inclusive. C'est une société qui semble faire très peur à l'élite scolaire qui dirige la France, et c'est la grande tragédie française. Élite scolaire qui est aux manettes depuis un demi-siècle et qui montre tous les mois son incompétence. Parce que les droits référendaires confèrent de grands pouvoirs aux citoyens, ces droits référendaires responsabilisent les citoyens. Si les citoyens sont capables de se mobiliser pour initier une loi ou pour contrer une décision votée par une assemblée élue, c'est qu'ils s'intéressent à la politique et qu'ils ont également compris que eux, citoyens, étaient partie de la solution, que la solution passait par eux. En dernier ressort, ils sont responsables des conditions cadres dans lesquelles ils vivent, de la prospérité économique dont ils jouissent ou de la misère dans laquelle ils baignent. Parce qu'ils sont co-auteurs de la production normative, les citoyens ne peuvent s'en prendre à leurs élus, ils sont responsables de leur propre sort. À la question qui a décidé ça, et en France aujourd'hui, on sait que ce sont les élus, on sait que c'est Macron, on sait que c'est l'administration, on sait que c'est peut-être l'intercommunabilité ou communabilité, très compliqué, excusez-moi. On ne peut plus s'en prendre à ceux qui dirigent. Là, les Français seraient responsables de l'eux. Voilà, donc je termine sur juste un chiffre. Quel est le coût d'une votation? Et je me suis livré à ce calcul pour la Suisse. Il reviendrait à 35 € par an et par électeur de mettre en place un service de votation tel qu'il fonctionne dans le canton de Genève pour 500 000 personnes, rapporté à la démographie du pays. Alors, 35 € par personne, ça fait un service national d'un coût total d'environ 1,5 milliard € par année. Et bien entendu, c'est une trentaine de grands sujets qui seraient ainsi débattus et qui pourraient ainsi faire l'objet à la fois d'un débat national et ensuite de sanctions par les électeurs. 1,5 milliard d'euros, les auditeurs et les fidèles du cercle Bastia se disent « quelle horreur ! Où va-t-on trouver cet argent ?» Mais écoutez, cet argent, moi je vous le trouve tout de suite. Chaque année, on dépense 6 milliards d'euros dans la construction de ronds-points. Et sur les 6 milliards d'euros, il y en a 2 milliards qui vont dans la décoration des ronds-points. Donc je vous ai déjà trouvé 4 années de financement du service des votations sur le modèle tel qu'il fonctionne à Genève. Je pense que ça nous éviterait les saccages urbains auxquels nous sommes désormais, semble-t-il, habitués. Et ça amènerait les Français à être beaucoup plus raisonnables et peut-être même aussi raisonnables que le sont les Suisses. Voilà. Je vous remercie. Je suis maintenant ouvert à toutes vos questions. Question 1, Jean-Pierre. Le RIP contraignant n'a-t-il pas été sciemment saboté en France par le nombre démesuré de signatures? Écoutez, la réponse est dans votre question. Il est évident qu'en imposant un tel niveau de collecte, il était impossible d'y parvenir. Donc, on voit très bien que à la fois les élus et le gouvernement n'ont aucun intérêt à voir une démocratie participative prendre la double commande de l'appareil politique. Je pense que là aussi, l'élite scolaire, la fameuse aristocratie des talents, telle qu'elle se décrète, a peur de la population, a peur des citoyens, et donc le meilleur moyen de les tenir à distance, c'est de mettre une barrière, la barrière que vous soulignez. Alors, avec l'approche de l'esprit français, pourrait-on les interroger sur les impôts, alors même qu'ils ne sont que 40% en payés? Alors, ils sont 40% en payés, c'est vrai, mais je pense qu'au niveau de la démocratie, je pense qu'il faut démarrer petit, il faut démarrer par la démocratie communale. Si vous commencez par poser la question de l'ISF, il me semble aujourd'hui attendu que 90% des gens voteront pour le rétablissement de l'ISF. Mais je pense que si on commence par poser des questions au niveau communal,
A-t-on besoin d'installer de l'éclairage public? A-t-on besoin de multiplier les citernes d'eau? Je pense que ceux qui habitent en province ont vu la démultiplication depuis maintenant 3 ans des citernes d'eau. Apparemment, comme les ronds-points, j'avais lu dans une revue américaine que la France possède, je mets des guillemets, la moitié des ronds-points de la planète. Donc je pense qu'au niveau rond-point, la saturation on est arrivé au stade de saturation. Maintenant, donc, il faut trouver de nouvelles sources de gaspillage. Les citernes d'eau en sont, l'éclairage urbain en est également, mais je pense que l'imagination étant très fertile, on trouvera d'autres objets de gaspillage. Je pense qu'il faut amener les électeurs français, il faut amener les citoyens français à faire une équation assez simple entre leurs taxes d'habitation, leurs taxes foncières et les gaspillages qui sont visibles sous leurs yeux. Je pense qu'il est très difficile de faire comprendre aux Français qu'on a peut-être besoin de deuxième porte-avions nucléaire, mais on peut vraiment leur faire comprendre qu'on n'a plus besoin de construire et de gaspiller sous leurs yeux tant d'argent, et que cet argent qui n'est pas gaspillé, ça peut être autant d'argent qui revient dans leur porte-monnaie pour acheter des clopes et pour acheter du diesel. Je pense que c'est comme ça que se fera la pédagogie citoyenne à partir de la démocratie communale. Comment intéresser les gens? Comment l'imposer? Écoutez, l'imposer, je pense que je crois qu'aujourd'hui, on a quand même vu qu'un certain nombre de citoyens souhaitent que cette démocratie citoyenne se fasse. Je ne vois pas la raison pour laquelle on ne pourrait pas l'imposer. En tout cas, je pense qu'il faut faire des essais. On a vu quand même des ersatz de démocratie participative comme celle d'Angers, hein, qui n'est pas à Angers, ça n'était pas si sot. Simplement, on voit que sur un budget de 120 millions d'euros, hors charge salariale, on est à 1 million pour installer des bornes de pédaliers pour la recharge des batteries de smartphones. Donc je pense qu'on peut et on devrait commencer par ça. Et je pense que quand vous lisez la presse hebdomadaire en province, vous lisez quand même des comptes rendus d'assemblées communales qui se passent mal parce que les gens réclament le droit de pouvoir s'exprimer et de pouvoir voter sur ce qu'ils considèrent comme étant des dépenses inutiles. Je pense que c'est un très bon début. On voit en tout cas que le fruit est mûr, qu'il suffit maintenant peut-être de le cueillir. Comment la Suisse a-t-elle géré l'épidémie qui devient si coercitive en France? Alors la Suisse, elle l'a un peu mieux gérée que la France, puisqu'on a à démographie égale à peu près la moitié moins de morts que la France. Alors, il y a eu 2 clusters, mais j'aimerais quand même aller vite parce que je ne suis pas un spécialiste médical, je ne suis pas épidémiologiste et je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans la presse suisse. Il y a eu 2 hubs qui ont été... il y a eu 2 clusters qui sont responsables de la première vague, qui est l'aéroport de Genève et l'aéroport de Zurich. Et il y a eu un troisième phénomène que les Français ont du mal à comprendre, c'est que la Suisse, c'est à 72% un pays germanophone et à 22% un pays francophone. Donc c'est un pays qui est principalement allemand, hein, même si ça fait hurler les Suisses allemands de dire qu'ils sont quand même très allemands. Donc dans la partie alémanique du pays, on n'a pas les mêmes contacts physiques, hein, on n'a pas, il y a une distanciation naturelle que n'ont pas les latins, les Français latins, les Français de l'arc lémanique, les Suisses de l'arc lémanique. Et donc ça a été un des facteurs qui explique pourquoi l'arc lémanique a été plus frappé d'abord que la partie germanophone et pourquoi la maladie, l'épidémie s'est propagée. Alors, juste un point, les cantons ont eu longtemps la main sur la gestion de l'épidémie, sur les quarantaines, sur la nature des quarantaines, sur les heures de fermeture. Par exemple, aujourd'hui encore, je crois, dans le canton de Vaud, on ferme à minuit. Je demande simplement, ne prenez pas ça pour argent comptant. Je crois que c'est minuit. Genève, c'est beaucoup plus tôt. Donc, il y a une diversité cantonale. La citoyenne polonaise n'a-t-elle pas tordu le cou au RIP suisse?
la convention manipulation citoyenne pour lequel n'était pas attendu le coup au Ipsus. Je ne comprends pas la question, mais j'en ai vu une qui m'avait été rapportée par Patrick de Cazeneuve sur y a-t-il en Suisse un affaiblissement de la participation électorale? Pas du tout. Hein, on est sur une moyenne de 48%. Sur les de 1991 à 2020, on est sur un régime qui reste aux alentours de 45% de participation. Donc ça reste très élevé, sachant que les Suisses votent non seulement tous les 3 mois sur des votations, mais que surajoutent là-dessus les élections, les élections des parlementaires, les élections des magistrats, donc de la Cour des comptes, etc. Donc on a énormément d'élections. Donc il n'y a pas, pour répondre à la question de ce monsieur, il n'y a pas un affaiblissement de la participation, il n'y a pas un affaiblissement du système politique au simple motif que les gens seraient lassés de voter tout le temps. Je rappelle quand même qu'ils votent sans arrêt tous les 3 mois. Richard, quelles sont les étapes préliminaires à la réduction du quorum de votation qui va décider de la première marche? Écoutez, je ne peux pas vous dire qui est-ce qui va décider. J'ai participé à l'université d'été de l'UDI à Vendôme cet été et j'ai entendu, en tout cas, chez un grand nombre d'élus de l'UDI, qu'il y avait une sensibilité à la démocratie directe. Je ne l'ai pas entendu chez les membres de LR, je ne l'ai pas entendu chez Marine Le Pen, donc j'en déduis que ça va être difficile, j'en déduis que c'est loin de faire l'unanimité chez les élus, encore une fois, qui ont tort de considérer que dès l'instant où il y aura une double commande, comme cela se fait en Suisse, qu'ils seront définitivement déstabilisés. Au contraire, ils seront davantage à l'écoute de leurs administrés parce qu'ils savent qu'à tout moment, les administrés peuvent lancer non pas une révocation, mais la contestation d'un acte qui a été voté dans une assemblée. Et donc, on peut revenir sur la chose votée. Donc, il y a une combinaison, je dirais, quasiment parfaite entre démocratie participative et démocratie élective. Jean-Guy, pour l'instant, aucun ou presque parti politique français ne propose de référendum citoyen. Comment peut-on arriver à la démocratie dans ces conditions? Écoutez, qui s'attendait à ce que sur les ronds-points, on entende les gueux nous parler de référendum comme en Suisse? Ça veut dire que, quelque part, il y a une sensibilité, je pense, dans tout l'arc politique français, mais je mettrai les élus à part parce qu'eux craignent pour leur position, craignent pour leur statut et craignent pour leur respectabilité. Mais je pense que dans tout l'arc politique français, il y a une demande des citoyens de pouvoir intervenir, de pouvoir parler et de pouvoir se faire entendre, et se faire entendre de manière autre qu'avec une batte de baseball ou avec un cocktail Molotov. Êtes-vous favorable, Léo, au RIC en matière constitutionnelle et ou en matière... là, j'ai du mal à lire parce que ça passe trop vite. Comment amener les citoyens à se rendre aux conseils municipaux et à s'intéresser aux décisions prises, ne serait-ce qu'à ce niveau? Écoutez, non. Je crois qu'il y a une presse locale, il peut y avoir des médias locaux qui s'intéressent à ça. Je pense que ça... Et puis, je demande, moi, à ce que les élus dans les communes utilisent une partie de leur budget pour communiquer par voie postale, c'est-à-dire en envoyant un courrier à leurs administrés sur ce qui se passe dans les assemblées communales. Je pense qu'il est anormal qu'on découvre au bout de 6 ans ce que le maire a pu faire. Je pense que le maire, certes, se déplace parfois chez les administrés dans les petites communes, mais je pense qu'il est du devoir des autorités municipales, je commence toujours par les autorités municipales, d'intéresser leurs administrés à leurs activités en les informant de ce qu'ils font dans les assemblées. Je pense que, et en invitant les administrés à des réunions lorsque des points, avec un ordre du jour. Et je pense que les gens se déplaceront
sur les questions qui sont posées. Et je pense que s'il y a en plus de ça la possibilité donnée aux administrés de contester de manière légale les mesures qui sont votées, ça n'embouteillera pas, contrairement à l'idée reçue, les scrutins, mais ça amènera les Français à se responsabiliser en tant que citoyens et pas simplement en tant que récipiendaires d'APL, de RSA et d'autres aides publiques. Claire, les Suisses agissent de façon rationnelle et répondent à une question précise et pratique. La politisation extrême de la France vous semble-t-elle, je ne dis pas la suite, mais je la devine. Là aussi, je pense qu'il n'est pas inscrit dans le cerveau des Suisses qu'ils sont par nature moins excités que les Français. Je pense que vous êtes d'autant plus excités qu'on vous prive de droits d'expression politique fondamentaux. L'expression politique en France, elle passe par le caillassage dans les rues et par les émeutes urbaines. Je pense que c'est dramatique. Je pense qu'on doit pouvoir amener les Français à considérer que la chose votée est très importante, mais on doit simplement les amener à pouvoir voter de manière plus régulière. Je crois que le vote est un formidable instrument d'apaisement des tensions sociales. Et encore faut-il que le vote soit intelligent, soit préparé, et pas simplement, comme on l'a vu avec la Convention citoyenne, un tirage au sort bidon, ou avec le RIP, 4 600 000 électeurs ayant donné leur nom, leur adresse, et s'étant montrés favorables à un changement de la loi. Autre question, sur les Français, une autre question qui m'a été posée était que les Suisses ont un niveau d'éducation qui les amène à pouvoir réfléchir de manière plus sensée les questions économiques que ne le font les Français. Ça, c'est certain que lorsque vous avez 200 000 élèves qui sortent de l'enseignement obligatoire en étant quasi analphabètes, ça n'aide pas à la réflexion. On peut s'imaginer que ces gens-là auront du mal à comprendre la loi de Gresham ou d'autres théories politiques. Mais là encore, c'est vrai que l'éducation compte beaucoup, que c'est un élément fondamental. Il faut savoir, par exemple, lors de la votation du 27 septembre dernier, chacun des 235 000 électeurs du canton de Genève a reçu dans sa boîte aux lettres 2 fascicules, l'un de 97 pages et l'autre de 88 pages, dans lequel étaient expliqués les 5 objets fédéraux sur lesquels les Genevois allaient se prononcer et les 5 objets cantonaux sur lesquels ils allaient devoir se prononcer dans les semaines qui suivaient. C'est vrai qu'il faut lire 190 pages, ça peut être un peu ardu, mais moi je ne désespère pas, Et puis une classe d'âge étant de 700 000 jeunes, si vous en avez 150 000 qui sont analphabètes, je prends moi le verre à moitié plein et je me dis que les autres liront et se plieront au devoir de citoyenneté et qu'ils se comporteront en adultes responsables et pas simplement en excités assistés. Êtes-vous favorable au RIC en matière constitutionnelle et ou en matière de ratification d'énonciation des traités internationaux? Évidemment. Évidemment, mais là encore une fois, je demande à ce que lorsque les gens ont voté, on prenne au sérieux le vote exprimé et pas simplement les amener à revoter au motif qu'ils auraient mal voté. Je pense que c'est la manifestation la plus calamiteuse du mauvais fonctionnement d'un système démocratique, c'est-à-dire qu'on force les gens à voter et à revoter aussi longtemps qu'ils n'ont pas voté comme l'administration et le gouvernement le souhaitent. C'est une calamité, c'est bafouer la notion même de démocratie, et je pense que dans ces conditions, c'est une catastrophe. Gisabelle, Ségolène Royal parlait beaucoup de démocratie participative. À votre avis, qu'entendait-elle par là? Écoutez, alors, sur Ségolène Royal, je sors mon joker parce que je n'ai jamais compris ce que cette femme exprimait. Je sais simplement qu'elle est responsable, je crois, de la faillite des portiques et écotaxes qui
représente un coût de 1 milliard d'euros. Je vous invite à aller voir ça. Et je ne pense pas qu'il y ait eu une grosse démocratie participative en amont de l'installation des portiques, puisqu'ils n'ont jamais fonctionné, parce qu'ils ont occasionné des désordres urbains, comme on s'en souvient encore, lorsqu'on a annoncé leur mise en route. Donc, Ségolène Royal, posez-lui la question, mais je suis incapable de répondre pour elle. Claude Goudron, vu les délais pour organiser un RIC, ne peut-il pas être contre-productif lors de décisions urgentes, santé ou armée, voire bloquer des décisions jusqu'à la votation? Alors, non, je suis au contraire, moi, pour que les votations prennent du temps. Une votation en Suisse, entre le moment où une initiative populaire, vous, moi et 7 et 6 autres personnes, nous nous réunissons et nous formulons un texte parce que nous demandons la suppression de l'armée, puisqu'il y a un groupe sans armée en Suisse qui va à nouveau amener une autre votation au mois d'octobre prochain ou en novembre, je crois que c'est en novembre. Ça fait la 6e votation ou la 7e pour la suppression de l'armée. Donc nous nous réunissons pour la suppression de l'armée. Le texte aboutira devant les électeurs suisses à peu près 5 ans plus tard. Et je pense que c'est extrêmement sain qu'il y ait cette très grande lenteur du processus de votation, puisque ça permet, comme pour les bons vins, de décanter les thèmes, d'amener à ce qu'ils perdent de leur agressivité ou de leur caractère trop anguleux. Je pense que c'est extrêmement sain que ce soit lent. Par contre, là où il ne faut pas que ce soit lent, c'est les référendums facultatifs, c'est-à-dire les référendums abrogatifs. Là, il faut quand même qu'effectivement, ça puisse se faire dans les 6 mois après que la loi ait été votée, pour que ça ne soit que l'action législative ne soit pas paralysée pendant 5 ans. Mais je pense que c'est très bien que les initiatives populaires, qui sont quand même des choses extrêmement lourdes, juste un détail, les initiatives populaires en Suisse, contrairement à ce que l'on peut croire en France, ne sont validées que dans 12% des cas. Depuis 1891, il y a eu, depuis 1891, il y a eu, je crois qu'il y a eu à peu près 240 initiatives populaires au niveau fédéral. À peine 12% ont été validées, c'est-à-dire que 90% des initiatives populaires ont été rejetées par les électeurs suisses. Donc ceux qui craignent qu'avec l'initiative populaire, on soit envahi de textes fous menés par des fous se trompent. Le cas suisse, là encore, est très intéressant. Les électeurs font confiance dans les autorités élues, font confiance dans les autorités qui gouvernent. Je pense que c'est un point qui devrait rassurer tous ceux qui se disent « c'est la porte ouverte au désordre ». Désormais, nous aurons des hordes de chouans et dans les rues nuit et jour. Cédric, les conseils de développement ne sont-ils pas déjà un premier pas vers une démocratie participative? Leur fonction n'est que consultative, certes, mais pourquoi ont-ils tant de mal à être soutenus par les citoyens? Mais écoutez, je viens de vous le dire, la réponse, elle est dans votre question. Les citoyens n'ont plus aucune confiance dans un conseil qui n'est que consultatif. Est-ce que vous iriez, vous, sauf si vous êtes chômeur, retraité, inactif, et si vous vous ennuyez à votre domicile conjugal, est-ce que vous iriez dans des réunions qui ne sont consultatives? Vous iriez une fois, vous rencontreriez des gens sympathiques, puis après vous iriez au bistrot, vous joueriez au boule ou à la canasta, mais vous ne retourneriez pas dans des séances qui ne servent à rien. Encore une fois, tout ce qui n'est que consultatif doit être supprimé. Ça ne sert à rien. Il faut que les démarches faites par les citoyens, qui sont des démarches coûteuses en temps, aient une valeur qui soit impérative. Il faut que les décisions qui soient prises dans ces assemblées soient contraignantes. Il faut passer à l'acte. C'est un point qui est fondamental. Aussi longtemps qu'on reste dans le consultatif, on le voit avec la Convention citoyenne sur le climat, c'est du pipeau. C'est du pipeau, et je suis désolé pour tous ceux qui ont participé à cette convention citoyenne, mais il était écrit dès le départ que ça allait finir dans un broyeur, c'est-à-dire dans une poubelle. Mifala, quelles sont les actions à mener pour l'instauration du RIC en France? Beaucoup de collectifs œuvrent en ce sens, mais ont du mal à rassembler la population. Écoutez, oui, je crois qu'il faut faire pression sur les élus. Il faut, comme l'a fait Contribuable Associé,
harceler, le terme est pas bien parce que c'est vrai que j'aurais dû trouver autre chose, mais il faut solliciter les élus, les députés, pour que ce concept de démocratie directe soit enfin débarrassé de cette espèce de gang radioactive qui fait si peur. Je crois que c'est au contact direct des élus qu'on peut leur faire comprendre que nous sollicitons et nous voulons avoir notre mot à dire dans le débat politique, et nous voulons que ce mot à dire ait un poids politique réel, et que ça passe par quelque chose qui ne doit pas faire peur, et qui est la démocratie directe, qui est le référendum facultatif, qui est l'initiative populaire. Et nous demandons à ce que, sur des choses extrêmement importantes, on parle d'augmenter la TVA de 2%, de passer de 20 à 22, et bien que l'ensemble des électeurs soient consultés, qu'on leur explique pourquoi. Peut-être qu'il y a une bonne raison de passer à 22% la TVA. Moi, je n'ai pas d'avis particulier, mais c'est une décision budgétaire extrêmement importante. Elle ne peut pas concerner que les députés de l'Assemblée nationale, ou les sénateurs. Elle doit également impliquer les citoyens. On doit pouvoir leur expliquer que ça peut permettre de réduire la dette, ça peut permettre d'alléger le fardeau sur les générations futures. Il y a peut-être des tas d'arguments, je ne sais pas, je ne les ai pas en tête, mais je pense qu'on doit évidemment impliquer sur ce sujet, par exemple, les citoyens. Richard, est-ce qu'un nouveau président peut réellement révoquer la Ve République et lancer une révision de la Constitution pour une sixième? Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que jamais un président de la Ve République ne retouchera les contours de cette Constitution. Je pense que la logorrhée est vive en amont de l'élection, mais sitôt élu, le pouvoir détenu est tel qu'on oublie toutes les promesses faites à la population de lui rendre, de lui conférer du pouvoir. Je pense que le cas le plus manifeste est Macron. Qui aurait imaginé lors de la campagne présidentielle que ce jeune non élu, qui n'a jamais été porteur d'un mandat, ne serait-ce que municipal, allait avoir un comportement, comme on le dit aussi, jupitérien. Donc ça veut dire qu'il ne faut strictement rien attendre du personnel politique tel qu'il apparaît au niveau de l'exécutif. Ils sont tous clonés sur le même modèle, à savoir, ils sont colbertistes, ils sont étatistes, ils sont pour la dépense publique maximale, ils sont favorables à l'impôt, mais je ne veux pas faire du poujadisme, mais je pense qu'ils parviennent à faire de l'évitement fiscal beaucoup plus facilement que vous et moi. Ça n'est pas du poujadisme que de dire ça. Donc, ne rien attendre d'une prochaine équipe gouvernementale. Elle ne changera rien. Tout ce qui avait été promis régulièrement est bafoué. Je pense que malheureusement, celui qui s'installe dans le siège présidentiel ne pense ensuite qu'à conserver ce siège avec toutes les prérogatives qui lui sont attachées. Marc, y a-t-il d'autres pays qui appliquent une démocratie directe comme la Suisse? Alors, il y a un pays qui pratique beaucoup de démocratie directe, ce sont les États-Unis. Vous avez à peu près la moitié des États dans lesquels on trouve des systèmes référendaires comme en Suisse. La seule différence entre la Suisse et le système référendaire américain, c'est que le système de démocratie directe américain est basé sur le principe du référendum, c'est-à-dire qu'il n'y a généralement qu'une seule question qui est posée, pour ou contre l'augmentation des impôts, pour ou contre la diminution des impôts, et généralement c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, et puis c'est vrai que ça n'est pas sain que de ne faire porter les questions que sur les affaires fiscales. Les lois de l'Union européenne, JP,
sont au-dessus des lois des pays qui la composent. Que préconisez-vous? Malheureusement, oui, je préconise, moi, pour que les lois françaises se substituent à des ordres ou à des arrêtés de la Commission, enfin du Parlement européen. Je pense qu'il faut récupérer une souveraineté sur ces questions-là. Il me paraît aberrant que notre destin en tant que nation puisse être tranché par des élus dont, franchement, je ne connais aucun d'entre eux. Je parle des élus français, je n'en connais aucun. Donc ça me paraît quand même aberrant qu'on ait pu conférer autant de pouvoir à ces gens-là, même s'ils prétendent en avoir peu. Alors, au-delà du seuil trop haut, le gros problème de la procédure d'initiative parlementaire de l'article 11 n'est-il pas qu'elle ne débouche pas sur un référendum, mais sur une simple lecture exigeable par le gouvernement et au Parlement qui exclut d'office sur la vote? Évidemment. C'est non seulement les conditions de mise en œuvre du référendum sont démentielles, 4 600 000 paraphes collectés, qui va s'attaquer à ça, mais en plus de ça, ensuite, cet énorme boulot va se retrouver à être discuté par les chambres. Mais non, si par extraordinaire vous réussissez à rassembler 4 600 000, on s'attend au moins à ce que ce soit l'entier du corps électoral français, à savoir les 46 millions d'électeurs, qui se prononcent sur la décision que 4 600 000 personnes ont souhaité voir être posée à l'ensemble de la nation. C'est qu'on ait pu phosphorer et rédiger un texte aussi restrictif est affligeant. Et en même temps, c'est vraiment prendre les citoyens français pour des crétins. Et c'est ce qui, à mon avis, est qui m'indigne le plus. Mifala, obtiendrait-on plus facilement le RIC si l'on sortait d'abord de l'Union européenne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que les droits référendaires suisses ont posé des problèmes au Parlement européen. Mais aujourd'hui, il est intéressant de voir que ces droits référendaires, le Parlement européen les prend plus au sérieux et a une attitude qui est moins hussardière, c'est-à-dire moins violente que ce ne l'a été par le passé. C'est-à-dire qu'apparemment, les parlementaires européens ont compris qu'en Suisse, c'était le peuple souverain qui s'exprimait et qui s'opposait, par exemple, à un certain nombre de décisions qui ont valeur pour l'ensemble de l'Europe. Et aujourd'hui, aussi, une chose qui est assez intéressante, c'est que ce sont les régions frontalières de la Suisse qui tirent quand même un énorme bénéfice de la prospérité suisse, que je rappelais en ouverture de ma présentation, qui sont aujourd'hui les meilleurs avocats de la particularité des droits référendaires suisses. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est surprenant, à savoir que la théorie du ruissellement, qui fait sourire un certain nombre d'économistes, mais en tout cas qui est démontrée pour la Haute-Savoie, pour l'Ain, qui est démontrée probablement pour la région de Mulhouse, la théorie du ruissellement amène les autorités françaises à se faire les avocats auprès des durs de la Commission de la particularité suisse en matière de droit référendaire. Que pourrait-on filer à attendez, il y avait une question que j'ai sautée. Y a-t-il eu une votation sur l'euthanasie en Suisse? Je crois qu'il y a eu une votation. L'euthanasie en Suisse est légale. Vous savez, je crois que c'est une votation qui doit dater d'il y a 5-6 ans, je crois, absolument. Alors, Phileas, question de Jean-Guy, que pourrait-on penser d'une votation à thème citant comme l'interdiction de la corrida, ou plus grave encore, comme la peine de mort, ou l'interdiction de l'avortement? Alors, je reprends dans le désordre. L'avortement, ça a été soumis aux électeurs. Ils ont confirmé que l'avortement était légal. Hein, donc, on n'est pas dans une situation à l'américaine ou à la polonaise. Hein. Là aussi,
il y a une maturité des citoyens qui ont compris quand même que l'avortement était aujourd'hui quelque chose que les femmes avaient acquis et que le corps masculin a respecté cette décision qui appartient quand même, à mon avis, principalement aux femmes. Enfin, on a chacun son avis là-dessus. Sur la peine de mort, je crois que la peine de mort avait été l'objet au XIXe siècle du rétablissement de l'annulation de l'initiative populaire. En tout cas, il y avait eu tout un entortillage là-dessus. La peine de mort a été supprimée, je crois, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, et elle a été conservée pour les tribunaux militaires, et je crois qu'elle a été abandonnée, et puis elle n'a plus jamais eu cours bien avant 1981, hein, puisque c'est en 80 qu'en France la peine de mort a été supprimée. Et je crois que la dernière, c'était l'interdiction de la corrida. Ben, il n'y a pas beaucoup de corrida en Suisse, mais on ne sait pas. Je veux dire, la protection des loups est un mauvais signe pour les partisans du maintien de la corrida, hein, puisque les éleveurs en alpage qui militaient pour qu'on puisse limiter le nombre de loups, les liquider, n'ont pas eu gain de cause, puisque ce sont les habitants des villes qui ont estimé que les loups étaient utiles à la diversité animale, nonobstant quand même les hécatombes qu'ils font dans les élevages de brebis. Je n'ai jamais très bien compris comment est-ce que les hommes pouvaient se prononcer contre l'avortement, et comment est-ce qu'un habitant de Genève ou de Zurich, du centre de Genève ou de Zurich, qui n'a jamais mis les pieds dans un alpage, pouvait se prononcer sur la qualité de vie d'un éleveur de troupeaux de moutons à 2500 mètres d'altitude, qui doit se farcir les loups, et qui, pour contenir les loups, a besoin de 3 chiens qui mangent tous les jours 1,5 kg de viande. Donc il faut, pour moi, c'est des aberrations. Mais on sort quand même du débat. Loïc Gosselin, merci à tous pour votre participation, vos questions pertinentes. Voici 3 façons de faire progresser le libéralisme en France en soutenant le cercle Bastia. Ben, merci à tous. Merci François pour cette excellente conférence sans aucune langue de bois. Alors il y a beaucoup de questions ont été posées. On va les recueillir et on va vous les transmettre de façon à ce que vous puissiez répondre d'une façon ou d'une autre, par exemple dans un papier que nous mettrons en ligne sur notre site. Alors je rappelle et je recommande le dernier livre de François Garçon qui s'appelle Changer le moteur et l'équipage, en quoi le modèle suisse devrait inspirer la France. En ce qui concerne la suite de cette conférence, c'est la première donc que le Cercle Frédéric Bastiat a organisée. Nous allons en organiser d'autres évidemment, d'autant plus que les circonstances ne se prêtent pas à notre spécialité qui était le présentiel. Donc nous sommes partis pour en organiser plusieurs. Si cette conférence vous a plu et si vous voulez nous soutenir, à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le lien qui a dû apparaître devant votre écran ou qui est apparu en bas à droite, de façon à pouvoir nous donner les moyens de continuer dans cette voie et de faire progresser les idées de liberté que nous défendons, de liberté qui ont bien besoin d'être défendues en ce moment de confinement ou de couvre-feu. La prochaine conférence que nous allons organiser sera sur un thème d'actualité, peut-être sur la Covid-19, le coronavirus. Et à ce moment-là, je vous donnerai ou nous vous enverrons toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous y inscrire. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Vous pouvez nous suivre sur notre site, qui est www.bastia.net. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, puisque nous publions les vidéos. Et cette conférence sera mise en ligne sur YouTube. Et puis, sur Facebook, nous avons une page, la page du Cercle Frédéric Bastiat. Et sur Twitter, vous pouvez vous abonner. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour une nouvelle conférence et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Merci.